Space News 80, plus d'informations sur les sauvetages et autres nouvelles. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition des Space News, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 16 mai 2025. Il serait peut-être judicieux de regarder les épisodes 77, 78 et 79 des Space News, avant celui-ci pour mieux comprendre de quoi je parle. La situation sur l'orbite terrestre reste fondamentalement la même depuis la semaine dernière, avec 5 cuirassés étortants stationnés en orbite haute et 5 cuirassés Urma en orbite basse terrestre. Alors qu'Antaria reste ici avec une flotte impressionnante de 28 vaisseaux spatiaux, dont 25 presque arrivés, plus 3 qui étaient déjà ici en tant que vaisseau principal de l'ambassadrice Aced Nidia et ses 2 escortes. Et Tegeta avec une flotte de 9 vaisseaux spatiaux en orbite terrestre basse. En revanche, la flotte d'Alphrata Centauri, qui constitue la principale force de travail de la Fédération galactique, gravite actuellement autour de la Terre en grand nombre, fluctuant entre 250 et 300 grands vaisseaux spatiaux, ainsi que des chasseurs plus petits et des vaisseaux auxiliaires. Le reste des nations stellaires ici vont et viennent, constamment, sans nombre fixe de vaisseaux à ma connaissance. Le nombre total de vaisseaux spatiaux de plus d'1 kilomètre en orbite autour de la Terre est en moyenne compris entre 900 et 1100, à tout moment, car beaucoup vont et viennent et il y a beaucoup de trafic dans cette zone de l'espace. Mais si l'on ajoute les vaisseaux spatiaux de moins d'1 kilomètre, le nombre moyen de vaisseaux spatiaux en orbite autour de la Terre s'élève à environ 5000, sans compter les navettes et les vaisseaux de combat. Par exemple, dans le cas de Tegeta, 2 de nos principaux vaisseaux spatiaux sont beaucoup plus petits qu'1 kilomètre de long. Le Iyad et le Cindriel, classés comme destroyers, jouent ici un rôle d'escorte. Passons à la nouvelle suivante. Cette semaine, nous n'avons pu mener qu'une seule mission de sauvetage, qui a été réalisée par 4 agents des forces spéciales Ashmalim et un seul vaisseau de débarquement. Ils ont réussi à sauver 2 jeunes filles, l'une de 14 ans et l'autre de 15 ans, de leur ravisseur à la surface dans l'ouest du Mexique, et non à l'intérieur d'une base souterraine. Toutes 2 sont pleinement humaines et ont été emmenées chez nos amis à l'intérieur de la biosphère Viera pour être soignées et réparties. D'après ce qu'on m'a dit, il faudra peut-être ramener la jeune fille de 15 ans à la surface et la confier à une organisation humanitaire compétente, car elle a une forte tendance à la violence et ne coopère pas du tout. Alors qu'elle était secourue et extraite, elle a réussi à courir jusqu'au cockpit du vaisseau, où elle a attaqué le pilote avec une clé qu'elle avait secrètement prise dans un sac à outils qui se trouvait sous l'endroit où elle était assise. Elle n'a pas réussi à blesser le pilote car son casque de vol protégeait sa tête, mais elle a brisé sa visière transparente avant d'être retenue par 2 des Ashmalim et le copilote du vaisseau de débarquement. Elle aurait ensuite attaqué un membre du personnel Alphratan du Viera, une femme, avec des morceaux pointus de son assiette cassée, celle où sa nourriture avait été servie auparavant. Elle a également attaqué et déclenché de multiples conflits contre 2 autres filles précédemment secourues qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle. Et elle a également tenté de s'enfuir à 2 reprises, et ce n'est pas une bonne idée lorsqu'on se trouve dans une installation qui a été construite pour ressembler à un bâtiment humain au plus profond d'un vaisseau biosphère andromédien où elle ignore se trouver. J'ai été informée de ce détail hier lorsque j'ai demandé des informations détaillées sur la façon dont le sauvetage s'était déroulé, et je vois cela comme un signal d'alarme, car toutes les personnes qui, selon nous, souhaitent être secourues, ne le désirent pas forcément. Et une situation comme celle-ci peut causer de gros problèmes pour nous et pour l'ensemble de l'opération. Sauver des gens n'est pas du tout facile. Il s'agit d'un processus très complexe comportant d'innombrables variables, notamment le fait que les personnes mêmes que nous souhaitons sauver peuvent se retourner contre nous. Si elle avait eu accès à une véritable arme, elle aurait pu provoquer une tragédie, et une situation comme celle-ci peut facilement devenir incontrôlable. À l'heure actuelle, la jeune fille a été placée en isolement, et toutes les tentatives de la raisonner ont échoué, car tout ce qu'elle fait est d'insulter quiconque tente de lui parler pendant qu'elle cherche quelque chose à utiliser comme arme. Ce cas est toujours en cours d'évaluation, et il constitue certainement un problème. L'autre jeune fille, qui a 14 ans, coopère bien et elle s'adapte bien à son nouvel environnement, et ne reviendra pas sur Terre car elle nous a dit que personne ne l'attend là-bas, et veut ouvertement rester dans l'espace. Et oui, elle sait où elle se trouve, tandis que l'autre non. Mais au final, lors de cette opération, une seule personne a été sauvée après une recherche situationnelle approfondie,
une évaluation et un grand risque pour les 6 hommes et le vaisseau de débarquement qui appartiennent au vaillant équipage du vaisseau spatial Alcyone. Lorsque vous sauvez une personne, vous sauvez un univers entier, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai entendu des rapports selon lesquels les chapeaux blancs sur Terre auraient sauvé des milliers de personnes des bases souterraines. Et même si j'espère vraiment et profondément que c'est le cas, je suis assez sceptique quant au nombre de personnes qu'ils disent avoir sauvées en raison de tous les problèmes auxquels nous avons dû faire face dans nos opérations. Je veux dire, la logistique même nécessaire pour déplacer autant de personnes secourues est tout simplement irréalisable. Seules 20 personnes peuvent être assises à l'intérieur d'un vaisseau d'attaque T-Jet par exemple. Et puis où, et qui s'occupe des besoins de tant de gens? Malheureusement, à présent, ils emmènent leurs captifs beaucoup plus profondément sous terre et les dispersent, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Mais nous avons nos méthodes, et cela ne nous empêchera pas d'avancer, nous y travaillons. Dans d'autres nouvelles connexes et comme conséquence logique mais inattendue des récents sauvetages, 20 journalistes T-Jet sont arrivés ici cette semaine pour interviewer Goriel, Thalès, Maxel et moi-même sur les opérations de sauvetage qui ont réussi à ramener de nombreuses jeunes femmes T-Jet chez elles. Bien que je comprenne la nécessité d'informer la population T-Jet de ce qui se passe, je suis désolée de dire que je dois imposer quelques limites, notamment quant à la quantité et aux détails des informations que nous pouvons leur donner, sinon cela pourrait compromettre les opérations. Je sais que certains d'entre eux m'écoutent peut-être en ce moment. Je donnerai une autre conférence de presse dans quelques heures, mais veuillez comprendre que ces limitations sont nécessaires. De la même manière, aucun personnel non autorisé ne peut être présent dans les salles de contrôle des opérations et les centres d'information pendant une opération en cours. Ils ne peuvent pas non plus pénétrer dans les zones restreintes ou sensibles à bord d'un vaisseau spatial. De même, aucun journaliste ne peut suivre en permanence un membre d'équipage, encore moins s'il s'agit d'un haut gradé, car cela pourrait compromettre ses performances et ses activités. Je dois également annoncer publiquement que je ne travaille et ne vis plus à bord du vaisseau spatial de classe Sadiq Leia, le Biggie, ou Enterprise, qui est équipé comme un yacht. J'ai déménagé sur l'un des 4 grands vaisseaux cuirassés pour des raisons stratégiques, tactiques et de sécurité, et je ne peux pas divulguer lequel. Il s'agit également d'une précaution, car les tensions ici en orbite terrestre sont à leur plus haut niveau depuis des décennies. Comme on dit quand on joue aux échecs, j'ai juste roqué. Dans d'autres nouvelles, nous évaluons quelle quantité d'informations sur ce que les étortants ont prévu pour la Terre peut être rendue publique, sans que notre camp perde un quelconque avantage tactique. Par exemple, pour empêcher que de telles choses se produisent. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de prédictions. Ce n'est qu'une liste de plans que les puissances en place peuvent ou non utiliser contre l'humanité dans les prochains jours ou les prochaines années, et au moins la plupart d'entre eux sont largement connus de tous ceux d'entre vous qui sont versés dans ce genre de sujet. Un autre problème auquel je suis confrontée est de savoir comment formuler les informations ici, afin de ne pas alerter les algorithmes de censure. Mais ce que je peux commencer à dire, c'est qu'ils préparent un nouvel événement mondial de bugs avant 2030 qui serait aussi faux que le premier, mais beaucoup plus strict et plus dur envers la population de la planète Terre. Et il faudrait que ce soit le cas, car tant de gens ont déjà pris conscience de tout ce qui est faux et erroné lors du dernier événement lié aux bugs. Le dernier était loin d'être le premier puisque nous voyons qu'ils ont fait la même chose en 1918, avec des masques et tout, environ 100 ans auparavant, et ils l'ont très probablement fait avant aussi. Il y a également de nombreuses discussions sur des tremblements de terre comme armes, notamment dans la région générale du Japon, mais aussi autour du sud de la Grèce et sur toute la côte ouest du continent américain, des îles Aléoutiennes jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud. Les tremblements de terre naturels existent bien sûr. Pourtant, ces psychopathes utilisent des faisceaux d'énergie concentrés qu'ils focalisent sur un point faible connu, pour initier un mouvement tectonique à l'endroit souhaité qu'ils veulent attaquer. Mais le fait qu'ils se produisent naturellement n'est utilisé que comme camouflage pour des événements intentionnellement artificiels. Ce type d'attaque contre l'humanité a été mentionné à plusieurs reprises dans les informations que les Chazurma ont interceptées des étortants récemment, et la période de ces attaques s'étend de l'imminent à après 2030. Un type d'attaque connexe est l'utilisation d'événements météorologiques militarisés, tels que des ouragans et des tempêtes guidées artificiellement, des inondations et des sécheresses. Cette pratique a été utilisée et continuera d'être utilisée contre la population comme moyen de provoquer le chaos dans certaines régions, comme nous l'avons tous vu récemment, par exemple, autour de Valence en Espagne, entre autres endroits. La majeure partie de la population humaine ne croit toujours pas que cela soit possible, car elle vit dans l'illusion que ce n'est pas technologiquement possible.
Bien que la tactique de peur basée sur le prochain type d'événement contre l'humanité ait été mentionnée dans les communications interceptées comme quelque chose qui doit continuer, l'événement lui-même n'était pas réel, et cela concorde avec ce que nous savions auparavant. Désolé de ne pas être direct, mais je ne le suis pas de manière intentionnelle, pour la protection de cette chaîne YouTube. Je parlais plus haut, des craintes atomiques. Je prépare une vidéo plus complète sur les agendas. Ceci n'est qu'un aperçu des événements négatifs les plus doux. C'est toujours un plaisir d'écrire pour vous, mes amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers